Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission spéciale de 19 heures. Au programme ce soir, comment rendre les IA plus vertes? Nous sommes allés à la rencontre d'un chercheur du laboratoire IMS à Bordeaux. Connaissez-vous l'intelligence des champignons? Un de nos reporters répondra à cette question. Nous accueillerons par la suite deux invités qui traiteront sur le sujet du quotient intellectuel. L'intelligence, telle qu'on la connaît, ce n'est qu'un mot dans un dictionnaire. Nous allons voir comment elle a été perçue dans différentes mythologies. Enfin, nous partirons à la découverte des biais cognitifs et ses études associées. Avant d'aller à la rencontre de... Oh, veuillez m'excuser, cher auditeur. Je suis en compagnie ce soir d'un nouveau co-animateur. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emma, ravi d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Merci bien Alexandre. Vous arrivez justement pour une nouvelle année du JT Science à l'antenne. Celle-ci est présentée par... Les dealers de science. Sur les ondes de Radio Campus Bordeaux. 88.1. Incroyable! Je vois que vous avez bien révisé le speech d'introduction. Et oui, ce serait quand même dommage de se louper après 3 phrases. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Dans le pire des cas, c'est juste 1 million de personnes qui vous écoutent ce soir. Alors pour ce mercredi 8 octobre, une émission spéciale. Est-ce que vous savez pourquoi? Bien sûr, c'est la fête de la science et aujourd'hui on parle d'intelligence. Parfait! Alors avant de donner la parole à notre chercheur, nous allons commencer par un tour des actualités avec Chloé. Bonsoir Chloé! Bonsoir à vous deux, je vous en ai préparé quelques-unes. Prix Nobel, cristal temporel, apparition d'une nouvelle planète. Attends, comment ça il y a une nouvelle planète et je ne suis même pas au courant? Elle n'est qu'en phase de formation, et puis c'est une observation assez récente. Des scientifiques étaient à la recherche de planètes cachées dans un disque multi-anneau d'une étoile située au-delà de notre système solaire. Tu vas me dire que cette jeune planète est apparue comme par magie? C'est presque ça, oui. C'est un télescope au nord du Chili qui, en photographiant pendant 2 heures ces multi-anneaux, a révélé cette planète. Cette géante gazeuse est à près de 437 années-lumière de la Terre et est 5 fois plus massive que Jupiter. L'univers ne cesse de révéler de nouveaux secrets. En parlant de révélation, tout au long de la semaine a lieu la remise des prix Nobel. Lundi 6 octobre, les chercheurs américains Mary Bruno, Fred Ramsley et le japonais Simon Sakaguchi ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Ils récompensent leurs découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique, a annoncé le comité Nobel. Et je crois que le mardi c'était le prix Nobel de physique. Oui, exactement. C'est un trio britanno-franco-américain qui a découvert l'effet tunnel dans la mécanique quantique. Cette science décrit le monde à l'échelle de l'infiniment petit. Aujourd'hui, c'est au tour de la chimie. On a un connaisseur parmi nous. Il a raison, le prix Nobel de chimie a été attribué à un trio pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques qui peuvent notamment servir à récupérer l'eau de l'air du désert, capturer le CO2 ou encore stocker des gaz toxiques. Waouh, c'est impressionnant tout ce que ces structures métallo-organiques peuvent faire. Vous nous avez aussi parlé d'un cristal temporel. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une récente découverte réalisée dans les laboratoires de l'Université de Colorado. À l'aide de cristaux sous état liquide, comme ceux présents dans nos écrans de téléphone, des scientifiques ont essayé de réaliser une phase où les particules ne se contentent pas de rester immobiles, mais oscillent pour former des cycles perpétuels. C'est possible de les voir à l'œil nu? En 2021, des physiciens avaient déjà créé des cristaux temporels, mais grâce à un ordinateur quantique, rendant alors cette création invisible sans instruments sophistiqués. Mais les recherches récentes ont rendu ce phénomène visible avec un microscope, grâce aux cristaux liquides qui sont enfermés entre deux plaquettes de verre recouvertes de molécules colorantes spéciales. Il faut tout de même un faisceau lumineux pour permettre ce mouvement. Les molécules colorantes changent alors d'orientation, comprimant les cristaux liquides et créant des sortes de nœuds microscopiques. J'en déduis que ces nœuds ont aussi un rôle dans ce mouvement. Oui, exactement. Ils essayent d'interagir entre eux, et ce pendant des heures, sans interruption, à condition bien sûr d'avoir un faisceau lumineux. Oh waouh, j'aurais adoré voir ce spectacle. Merci à vous Chloé pour ces actualités. Comment je pourrais les qualifier? Actuel? Ce n'est pas celui-ci que j'avais en tête. Fantastibulaire. Mais encore... Accabradissante. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était saisissant. Des actualités saisissantes. Nous savons tous que l'utilisation des intelligences artificielles est extrêmement énergivore. Comment consommer moins tout en continuant d'exploiter ces outils? Existerait-il des améliorations énergétiques afin de créer des IA vertes? Voici un reportage de Sylvain Saguéhi sur les enjeux énergétiques de l'intelligence artificielle, présenté par nos deux envoyées spéciales, Lucie et Émilie. À Bordeaux, 3 chaires en intelligence artificielle ont été labellisées. Les chaires sont des postes permanents d'enseignement et de recherche universitaire. Parmi ces 3 chaires, nous retrouvons Grey Green en partenariat avec le CNRS, Bordeaux INP, UMaine et le groupe PSA.
Elle se penche sur la trop forte consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Elle est portée par Sylvain Saigui, enseignant-chercheur en électronique au sein du laboratoire IMS, intégration du matériau au système, porté par le CNRS, l'Université de Bordeaux et Bordeaux-Aquitaine INP. Pour commencer, est-ce que vous pourrez vous présenter rapidement et expliquer votre parcours et vos recherches? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sylvain Saegui et je suis professeur à l'Université de Bordeaux dans une thématique, alors dans un laboratoire d'électronique, l'IMS, et ma thématique de recherche concerne l'électronique, la conception de systèmes pour l'intelligence artificielle en basse consommation. Donc, je vais m'expliquer un peu plus par rapport à ça. C'est ce qu'on cherche à développer, c'est des nouveaux systèmes qui permettent de calculer, de faire de l'IA, on va dire. Alors, pas de l'IA type ChatGPT, mais de l'IA, du calcul de sortie de capteur pour faire de la reconnaissance, on va dire, de forme, de son. Et tout ça ben, pour essayer de développer de nouveaux systèmes qui consommeraient moins d'énergie que ce qu'il y a actuellement. Voilà. Alors, comment j'en suis venu là? Ben, j'ai fait un parcours d'électronicien à Bordeaux, jusqu'en maîtrise, parce qu'à l'époque c'était, enfin, on va dire Master 1. Voilà. Mm. Et puis après, j'ai pu intégrer l'école normale supérieure de Cachan avec l'antenne de Bretagne. J'ai préparé l'agrégation de génie électrique. Et déjà, quand j'avais été en maîtrise, j'avais identifié une thématique de recherche toute nouvelle à l'IMS qui était lancée, pilotée par Sylvie Renaud, Mm. avec des conceptions de circuits intégrés pour faire de la connexion avec le vivant, Mm. donc notamment dans les réseaux de neurones, donc pour faire des neurones artificiels connectés avec des neurones vivants. Donc ça m'avait vraiment intéressé. Et donc après mon agrégation de génie électrique, je suis revenu volontairement à Bordeaux pour travailler sur ce sujet. Donc j'ai fait mon DEA à l'époque, donc master recherche, on va dire. Et puis ma thèse, j'avais une bourse de thèse de l'ENS de Cachan qui m'a permis de faire ma thèse. Et j'ai commencé là-dedans. Voilà. Donc j'ai commencé plus tôt dans les réseaux de neurones avec un aspect biologique et pas du tout l'aspect calcul comme on a en informatique avec les réseaux de neurones. Voilà, pour le début de l'histoire. Parce qu'après, bien sûr, ça évolue pendant la carrière. D'accord, merci beaucoup. Vous parlez aussi d'approche neuromorphique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Oui, donc c'est un terme qu'on utilise dans la communauté. À l'origine, c'était Carver Mead, un chercheur américain dans les années 80, qui s'était rendu compte que les composants électroniques, dans certaines conditions, pouvaient ressembler à des comportements biologiques, et notamment de la synapse. Donc c'est ce terme neuromorphique, alors on peut d'imitation du vivant, on va dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire derrière. Et si lui au début faisait un calcul avec ses composants, aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Il y a deux grandes familles. La famille dont je viens d'origine, qui est celle qui cherche à interagir avec le vivant pour essayer de mieux comprendre le vivant ou d'explorer le vivant, on va dire. Et une deuxième famille qui est plus du calcul pour l'IA. Et c'est là où, ben, dans ma carrière, j'ai basculé de l'un vers l'autre, il y a Mhm. maintenant une douzaine, quinzaine d'années. Donc, dans ce terme neuromorphique, on va regrouper au sens large toutes les activités plutôt matérielles quand même, c'est-à-dire électroniques, pas, c'est pas du code qu'on implante Mm. dans l'ordinateur. Il y a une partie, même si on fait par moment du code, on est, on cherche à développer du matériel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs principaux de la chaire dont vous faites partie, qui est la chaire Gray Green, et en quoi elle se distingue d'autres initiatives autour de l'intelligence artificielle? Donc il y a plusieurs instituts au CNRS Mhm. et il y en a un qui est l'Institut Ingénierie. Et moi, c'est Mhm. celui auquel j'appartiens. Les chaires en intelligence artificielle qui ont été attribuées en 2019 et 2020, la plupart, je veux dire, sur les 40, je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a 35 ou 36 qui étaient à l'Institut Inès 2I, qui est plutôt informatique et traitement du signal. Et on était quelques-uns qui n'étaient pas de cet institut-là à avoir une chaire, dont moi. Donc ça se différencie. Pourquoi? Parce que nous, on a proposé, et c'est ce que les reviewers avaient dit à l'époque, que c'est une niche dans le sens où c'est quelque chose d'émergent et qui n'est pas majoritaire dans la communauté, de vouloir faire ce développement matériel pour l'IA avec comme souci la basse consommation. Donc on ne veut pas appliquer ce qui existe déjà au quotidien. On cherche à la fois ce que l'électronique est capable de faire
et de trouver des paradigmes de calcul adaptés à l'électronique. Si je fais simple pour que tout le monde comprenne la problématique de l'IA aujourd'hui et pourquoi cette chère gré, c'est que les réseaux de neurones, par nature, calculent en parallèle. D'accord? On fait, tous les neurones cherchent à faire leurs petits calculs dans leur coin et tout ça est D'accord. parallélisé et ça marche. Et alors que l'ordinateur, lui, fait du calcul en série, opération par opération. Ok. Ce qui fait que dans le vivant, par exemple, les neurones fonctionnent à quelques dizaines de hertz uniquement, quand l'ordinateur tourne au gigahertz, au milliard de hertz. Voilà. Parce qu'il fait les opérations les unes après les autres, donc il est obligé d'aller très très vite. Et c'est là où c'est pas adapté, c'est que même si aujourd'hui il y a des GPU, les Graphical Process Unit, qu'on utilise pour faire du calcul de réseau de neurones, c'est quand même pas très adapté en tant que tel derrière. Ou alors ça consomme énormément d'énergie. Donc ce qu'on cherche à faire, nous, c'est réduire cette consommation en développant de nouveaux systèmes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur l'intelligence artificielle et particulièrement sur ces applications respectueuses de l'environnement? Alors, ce qui nous a fait partir vers l'intelligence artificielle, Mm. c'était comme je disais, au début de mon histoire, j'étais avec la connexion avec le vivant. Mhm. Et pour ça, on faisait des réseaux de neurones électroniques analogiques. Alors, analogiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas avec des 0 et des 1, mais on a toutes les étapes intermédiaires. Alors, vous avez peut-être trouvé chez vous peut-être des vieilles bandes qui appartenaient à vos parents ou vos grands-parents, des bandes, des cassettes audio ou des choses comme ça, ou Mhm. la VHS, Oui. on n'a plus de Ouais. magnétoscope. Et le grand problème de ces systèmes-là, c'est que ben, le signal se perturbe très facilement, l'image devient Mm. vilaine, se décolore, le son se détériore, etc. Donc le monde est numérique aujourd'hui avec des 0 et des 1 parce qu'il est bien plus robuste, on va dire. Mais ça a des contraintes derrière, avec une petite perte de l'information, avec une digitalisation, etc. Mais comme c'est robuste, on va dire au vieillissement, ben, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Et donc, nous, on faisait des circuits analogiques, donc qui sont perturbés avec la température, avec le temps, etc. Donc, il fallait les régler pour les connecter avec le vivant. Et là, les collègues de biologie, quand leur manip est prête, eh ben, nous, on n'est pas forcément prêts. Ou alors, des fois, nous, on est prêts et on attend longtemps qu'eux soient prêts. Hein, c'est très compliqué. Donc, c'était plutôt par un échec, on va dire, dans ce type Mhm. d'expérience, qui a fait qu'on s'est réorienté et concours de circonstances, ça arrive souvent en sciences, en 2008-2010, il y a eu un nouveau composant qui est sorti, qu'on appelle un memory store. Donc c'est une résistance, pour ceux qui ont fait un peu de connaissance en électricité, comme une résistance, mais dont la résistance change en fonction du courant qui la traverse. Mhm. Ok. Voilà. Et Ok. donc ça ressemble beaucoup à une synapse biologique, et ça a donné un intérêt très fort dedans. Et du coup, on a fait la bascule naturellement vers le calcul, on va Ok. dire. Et après, pourquoi faire le calcul là-dessus? Ben, parce qu'on s'est dit, ben, de toute façon, les ordinateurs sont bien plus performants. Par contre, nous, comme on fait du calcul qui s'inspire du vivant, et notamment ce qui interpelle, c'est que notre ordinateur fait plusieurs centaines de watts, on va dire, euh, dans ces eaux-là. Or, un cerveau humain, on estime, parce qu'on l'a jamais mesuré directement, mais l'estimation, c'est 20 watts, Mhm. l'équivalent de 3 ampoules LED. Mhm. Et donc, on voit bien la puissance que peut avoir cette optimisation du vivant. Alors, on n'a Mm. jamais la prétention, un, de copier le vivant. On Mhm. n'a jamais eu la prétention d'expliquer le vivant non plus. Par contre, de s'en inspirer, comme on fait Oui. beaucoup dans Mhm. l'humanité, on a développé beaucoup de choses en regardant ce qui se passait déjà, qui fonctionnait ailleurs. Voilà. Le jour Mhm. où l'homme a voulu voler, il a regardé les oiseaux. Aujourd'hui, les avions, ça ne ressemble pas du tout à un oiseau, mais ça Mhm. vole. Oui, oui. Voilà. Oui. Même si les premiers avions voulaient ressembler à des chauves-souris, C'est ça. Mhm. aujourd'hui les avions de ligne sont bien loin des oiseaux, mais on sait Oui. voler. Voilà, c'est comme Mhm. ça. Et donc voilà, c'est ce qui était naturel. Et puis après, ben, une sensibilisation aux enjeux sociétaux, c'est-à-dire que je pense que ce sera les questions qu'on va développer par la suite. Mhm. L'IA, c'est intéressant, ça apporte beaucoup de choses, mais comme tout système, ça consomme de l'énergie Mhm. et l'énergie est précieuse financièrement, et puis elle n'est pas non plus infinie. Donc à un Mhm. moment, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc on s'est dit, aujourd'hui, vos systèmes, par exemple votre téléphone, si vous utilisez ChatGPT, il n'y a rien dedans. Hein, je veux dire, le jour où vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de ChatGPT. On Mhm. est bien d'accord là-dessus. Ouais. C'est parce que je tape une requête qui part sur le réseau, qui va interroger un serveur, qui Mhm. calcule et qui me renvoie l'information. Mhm. Aujourd'hui, le calcul est très 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 souvent déporté. Donc ça pose un problème, parce qu'on transfère une quantité de données incroyable dans les tuyaux, hein, dans la fibre optique, dans les réseaux hertziens, etc., qui n'a pas forcément d'utilité.
Et ça a un coût de transporter l'information. Donc, ce qu'on veut faire, c'est calculer au plus tôt à la sortie du capteur l'information pour garder que l'information utile, renvoyer cette information utile pour un traitement plus approfondi s'il faut, et avoir un retour derrière. Voilà. Donc c'est là aussi on veut réduire la consommation par notre côté neuromorphique, en faisant du calcul qui s'inspire du vivant, et aussi en traitant au plus tôt l'information pour ne de diffuser, de transporter que ce qui est utile. Ah, bah, pourquoi ça marche plus? On nous signale un problème technique pour la diffusion du reportage. Nous vous quittons donc pour quelques instants avec une courte pause musicale. À tout de suite. C'était Robot Rock des Daft Punk. Nous avons pu reprendre la connexion avec nos envoyés. Lucie et Émilie, c'est à vous, avec le chercheur Sylvain Saïgui. Et du coup, là, vous parlez de votre méthode. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'applications réelles ou de projets concrets qui montrent le potentiel d'une IA plus sobre en énergie? Alors, aujourd'hui, du potentiel d'une IA sobre en énergie, les gens qui font de l'IA classique, on va dire, avec des gros processeurs, ont des processeurs optimisés pour réduire la consommation. Ok. Est-ce qu'elle est sobre? Elle est sobre par rapport à la génération d'avant, Mm. mais ça consomme encore beaucoup. Voilà. ChatGPT 3, pour l'entraîner, il a fallu 1,4 gigawattheure. Donc, c'est-à-dire 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire. Donc, il a fallu quasiment 1 heure et demie d'une tranche nucléaire, d'une centrale nucléaire pour entraîner ChatGPT 3. ChatGPT 4 avait 1000 fois plus de paramètres. Il n'a pas fallu 1000 fois plus de temps, mais il a fallu plus de temps. Et aujourd'hui, on a ChatGPT 5. Ça, c'est l'entraînement pour lui faire apprendre. Voilà.
Maintenant, toute la question qui se pose, et il n'y a pas vraiment de chiffre, c'est quel est le coût d'une requête sur ChatGPT. Voilà. Et ça, il n'y a pas de chiffre derrière. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment encore de côté sobre Mhm. dans l'IA, mais on sera obligé de le faire, je pense. Il suffit juste d'attendre que l'énergie soit encore plus chère pour qu'on s'y mette. C'est terrible, Ok. mais tant que le porte-monnaie n'est pas attaqué, on appuie sur le bouton. Qui aujourd'hui regarde la télé? Non, on fait tous de la VOD. On fait tous de la VOD. Je Oui. regarde le programme que j'ai envie quand je rentre chez moi. Ouais. Bah oui, mais sauf que quand sur Bordeaux c'est Bouliac, hein, où là, comme sur Radio Campus, il y a une Mhm. antenne qui émet, qui est un poste allumé en face ou 10 000 postes, c'est le même coût d'émission. Mm. Bouliac émet de la même façon, sauf que plus personne ne regarde quasiment Bouliac. Hmm. Mm. Tout le monde regarde son propre flux vidéo. Comment est-ce qu'on forme aujourd'hui les étudiants et les chercheurs pour qu'ils intègrent ces enjeux environnementaux dès la conception de technologies comme l'IA? Alors aujourd'hui, les étudiants, enfin, moi j'enseigne en IUT Oui. mesures physiques. Aujourd'hui, ils font la fresque du climat dès le début, on leur en Ok. parle. Même s'ils ne sont pas concepteurs à ce niveau-là de formation, au moins ils sont sensibilisés, etc. Voilà. Ok. Après, au niveau des chercheurs, ben, c'est par les appels. En fait, compte, c'est politique. C'est la politique scientifique qu'on veut développer. Si dans l'appel à projet, je mets des mots comme quoi il faut que ce soit avec une orientation d'optimisation de la consommation énergétique, ça va Hmm. obliger à travailler sur le sujet. Après, tout n'est pas sensible à ça, hein. Faut faire attention. C'est-à-dire que on va pouvoir parler peut-être de l'usage après de l'IA, euh, mais quand vous allez faire, je sais pas moi, une IRM à l'hôpital, personne ne s'est posé la question combien coûtait en énergie en kilowattheure la Mm. machine. Oui. J'ai besoin de faire une IRM, je fais une IRM, je cherche pas, hein. Il faut que Mm. ça, il faut le résultat parce que il y a que ça qui va pouvoir me faire un scan à Mm. l'intérieur, regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Donc une IA qui serait, je sais pas, on va prendre la même image en milieu hospitalier, qui serait capable de reconnaître la radiographie et les tumeurs aussi bien que le médecin ou mieux que le médecin, elle pourra consommer de l'énergie, on la prendra quand même. Mm. Mhm. Par contre, si c'est tous les jours, si c'est ça qui consomme ChatGPT, que ChatGPT consomme, ça va me poser problème. Vous Mm. voyez? Donc il y Ouais. a des endroits, l'optimisation énergétique sera secondaire par rapport à la performance du calcul. Justement, selon vous, ce serait quoi les défis scientifiques et industriels principaux qui seraient surmontés pour rendre l'IA réellement durable à une grande échelle? Bah, déjà, il faudrait qu'on définisse clairement sur quoi on veut l'utiliser, parce que on est quand même, on va rester sur ChatGPT parce que ce que Mm. tout le monde, beaucoup de gens connaissent, on a la version 5, c'est-à-dire que tous les 6 mois, un an, ils sortent une nouvelle version. Mm. Donc à un moment, il faut aussi arrêter de faire cette course à l'échalote. Il faut peut-être Mm. définir un vrai cahier des charges et se dire c'est Mm. celui qui nous intéresse. Voilà. Je sais pas, on pourrait très bien avoir une IA et je pense que ce serait utile en complément pédagogique, pas en formateur principal, mais Mm. en complément pédagogique. Rien n'est plus terrible quand on veut faire je sais pas, un MOOC ou n'importe quoi, c'est très linéaire. C'est-à-dire Oui. que je fais les leçons, à la fin j'ai un questionnaire, éventuellement j'y réponds, bim, oui, non, ok, non, bon, bah non, très bien. Et alors, ça s'arrête là. Mm. Et quel est l'intérêt du prof? Le prof, c'est dire, vous êtes trompé à tel endroit, parce que peut-être je vais vous poser deux, trois questions pour cerner où est votre mauvaise compréhension. Mm. Et puis je vais moi définir, je vais dire, ah oui, c'est ça que vous n'avez pas compris, donc je vous renvoie à tel chapitre ou telle partie où Mm. je vous réexplique tel truc, tel concept pour que vous compreniez. Peut-être que demain, si on a qu'on définit vraiment un outil, un complément pédagogique là-dessus pour permettre de faire rendre un MOOC plus efficace, dans certains cas, ce serait intéressant. Mais il faut définir un vrai cahier des charges et pas ressortir une nouvelle option, une nouvelle version tous les 6 mois. Enfin, Mm. c'est ça le problème aujourd'hui. Je pense hein, que ça ne nous aide pas. Pour que ce soit durable, il faut être clair sur nos attentes Mm. derrière. Et je me demandais aussi, par rapport à vos méthodes de recherche, enfin, comment vous faites vos recherches? Quelles sont les méthodes pratiques? Enfin, De la curiosité. Ok. C'est pour ça qu'on fait de la recherche, hein. Alors, en tant que électronicien, parce que Oui. mais je pense que c'est pareil pour tout collègue. Un collègue qui est en sociaux, il est curieux aussi. Il faut qu'il soit curieux. Il faut qu'il soit euh, opportuniste dans le sens, pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire curieux pour voir ce qui l'entoure et capter des choses qui pourraient être intéressantes et se dire, mais là, c'est curieux quand même, c'est quand même étrange, ce point-là, ça m'interpelle. Ok. Je vais commencer par me documenter sur le sujet pour essayer de voir ce qu'il y a et peut-être lancer un travail dessus.
Vous voyez? Donc là, nous, c'est pareil. Curieux de regarder ce qui se passe dans d'autres domaines, parce que ce qu'on fait, c'est un domaine pluridisciplinaire. Où, en tant qu'électronicien, j'ai collaboré pendant longtemps avec les biologistes. Aujourd'hui, je suis plutôt avec des collègues d'informatique et de matériaux. Voilà, donc même si ça reste, on va dire, de la science, ce sont des domaines totalement différents. Voilà. Donc il faut être curieux, être à l'écoute de ce qui se passe, c'est de comprendre le monde qui nous entoure, pour voir s'il n'y a pas des idées à creuser dedans. Après, il faut être persévérant, parce qu'on ne fait pas que piocher, on va pas à droite et à gauche comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'on a un concept, on va travailler dessus, et il faut de la méthodologie pour être exhaustif dans ce qu'on fait. Parce que, comme je dis souvent à mes doctorants, vous pouvez avoir l'idée que vous voulez, la plus farfelue qui soit, ça ne pose pas de problème. Par contre, derrière, vous devez avoir une méthode rigoureuse, Mm. exhaustive, qu'on puisse vérifier. Voilà. Mm. Les hypothèses de départ, on a le droit de poser ce qu'on veut. Par contre, derrière, pour arriver à la conclusion, on Mm. doit être carré. Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais si on se projette dans quelques années, voire 10 ou 20 ans, à quoi ressemblerait une IA à la fois performante et respectueuse de l'environnement? Est-ce que ça vous semble réalisable ou ce serait plus une utopie? Euh, non, moi je pense que ce sera réalisable, mais comme je dis, ça dépendra des applications. Oui, oui. Aujourd'hui, de toute façon, alors dans l'IA, il y a à manger et à boire, hein, faut être Mm. bien clair dessus. Des fois, ils nous disent il y a de l'intelligence dans la cafetière. Bon, c'est une cafetière, hein, enfin, je sais pas en quoi il y a de l'IA dans la cafetière, ou dans le rice cooker, il y a une IA. Non, il y a un capteur qui détermine le type de riz, la quantité d'eau, et Mm. qui mesure à un moment le taux d'humidité dans le riz, et puis il s'arrête la cuisson, puis c'est tout. Mm. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune intelligence là-dedans, c'est un système comme un autre. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand je discute beaucoup avec les collègues informaticiens, eux, ils ont vraiment une vision algorithmique. C'est-à-dire que l'IA est un algorithme comme tant d'autres, c'est Mm. tout. Il n'y a Mm. pas d'intelligence derrière, hein. Mm. Peut-être un jour, mais même c'est une complexité effroyable. On n'arrive même pas à définir ce qu'est l'intelligence humaine. Ok. Alors l'intelligence artificielle, c'est un vaste monde. On pourrait y passer des heures et des heures à discuter de ça. Et puis il y a toujours une transposition de nous à travers l'IA. C'est-à-dire est-ce que l'IA va être gentille ou méchante? Voilà, Mm. comme si l'homme était bon ou mauvais. On peut en Oui. discuter longtemps, Oui. ça aussi, hein, voilà. Donc voilà, il y a tous ces fantasmes-là. Euh, Ce qui est clair, c'est que ce type de calcul et d'algorithme est très puissant dans certains cas, et que oui, ça va transformer notre monde. Je prends toujours l'image. Moi, j'ai 50 ans maintenant. Et il y a 30 ans, quand j'étais étudiant, ce qui n'est pas si vieux hein, au niveau de l'humanité, derrière, 30 ans, c'est pas... on était dans Oui. les années 90, hein, enfin, je veux dire, c'est quand même Mm. pas si vieux que ça. Quand j'étais invité, par exemple, par un copain ou une copine à venir boire un coup, ben, il envoyait une adresse. Alors déjà, soit on se croisait, il me donnait l'adresse, soit il laissait un message sur mon répondeur, sur bande Mm. magnétique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de portable. Mm. Et j'ai eu le message, il donnait une adresse. Et le but du jeu, c'était de récupérer toujours le calendrier de la Poste, parce que dans le calendrier de la Poste, il y a toujours les plans de ville. Mm. Donc Mm. comme ça, il y a les noms des rues. Et on savait où il était dans Bordeaux, ou aux alentours. Et après, il fallait prendre le plan de bus pour savoir quel bus rejoindre. On a l'impression que c'est une aventure. Et ça, c'était il y a juste 30 ans. Aujourd'hui, qui fait Ouais. ça? Ouais. Personne. Mm. C'est bon. Je vous tag même mon adresse. Je ne donne même pas l'adresse. Je vous envoie un point Google. Vous sortez de chez vous, vous Mm. suivez le point. Vous dites, je suis à pied, je suis en vélo, je suis en tram. Et il vous dit comment y aller. C'est tout. Et ça a Mm. transformé le monde. Est-ce que c'est bien, pas bien? On pourra en discuter. Mais c'est comme ça. Qui prend une carte Michelin pour faire la route? Non, tout le monde prend Waze. Donc il y a une transformation de la société. On pourrait toujours en discuter. Elle est de fait, en tout cas. Elle est de fait. L'IA va transformer certaines choses, pas tout. Faut pas, faut pas fantasmer non plus. Dans les dangers immédiats, d'ailleurs, je crois que il y a eu une conférence là-dessus. C'était un propos qui m'avait tenu. C'est Mazarine Pinjot qui était venue faire une conférence là-dessus, Ok. qui le dit elle aussi, qu'on va avoir une accentuation des inégalités. Ok. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je vois un danger, il est là, pour moi. Derrière, il y a le problème énergétique, c'est vrai, mais dans le Oui. côté durable et sociétal, c'est c'est ce risque de création d'inégalités encore plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux mettre ce que je veux à ChatGPT, il me donnera une réponse. Mm. Et moi, je m'en sers hein, par mon foi. Je fais un courrier, etc. Je lui donne et il me propose une réponse. Je lis, il y a des tournures de phrases qui me plaisent plus et il y a des endroits où je dis non, non, c'était Mm. pas ça du tout mon idée. Il m'a fait une Mm. synthèse qui est pas du tout ça. Je voulais bien mettre deux paragraphes parce Mm. que j'ai deux Oui. points à traiter. Mm. Vous voyez? Et donc ça va demander une capacité d'analyse. Quelqu'un qui est pas formé,
qui n'est pas éduqué, cultivé Mm. derrière, il va s'en servir comme argent comptant et ne fera que l'accentuer dedans, ne va pas le sortir, ne va pas le tirer vers le haut. Quelqu'un Mm. qui a la capacité de raisonnement, de lecture, de compréhension, va pouvoir s'en servir pour être encore meilleur. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où il y a un vrai risque derrière, je pense. Et si on doit bien sensibiliser les nouvelles générations dont vous faites partie, c'est ça. C'est-à-dire que oui, c'est un outil. Oui, aujourd'hui, je calcule plus à la main, je prends une calculatrice ou je prends l'ordinateur. Oui, pour rédiger un texte, je vais peut-être pouvoir m'en servir pour améliorer mon texte. Mais il y a eu des cas assez connus où il y a eu je crois que c'était un avocat aux États-Unis qui s'est fait condamner parce qu'il utilisait ChatGPT, qui a sorti 3 jurisprudences qui n'existaient pas. Dans sa plaidoirie, il a Mm. cité des choses qui n'existaient pas. Il l'a inventé. Il y a un Oui. test tout simple à faire. Je crois que c'était une histoire comme ça. Euh, Julie a 3 sœurs et un frère, Pierre. Combien Pierre a-t-il de sœurs? Et ChatGPT, jusqu'à la version 3, vous répondez 3 sœurs. Parce qu'il ne comptait D'accord. pas Julie. Parce qu'il s'est Mm. servi Ouais. du texte, il n'a pas compris. Il Oui. comprend pas. Il voit 3 sœurs, il reprend 3 sœurs. Et vous dites, vous êtes sûr? Oui, oui, bien sûr, je suis archi sûr. N'hésite pas, si tu as besoin de moi, je suis là. Faites le Ouais. test, on va voir si ça marche encore avec le 4 et le 5. Voilà, donc c'est là où il va falloir, ce sera un outil comme tant d'autres, Mm. mais à utiliser à bon escient. Merci à Sylvain Saïgui pour cet échange. Nous repassons maintenant le micro à Emma et Alexandre pour la suite de l'émission. Merci à nos 2 envoyés pour ce reportage fantastibulaire. Merci Alexandre pour ce commentaire, pas forcément nécessaire. Avez-vous déjà entendu parler de champignons intelligents? Embarquons ensemble dans la forêt de Brocéliande avec notre envoyé spécial Baptiste, parti à la rencontre d'Aurore, alias celle qui murmurait aux champignons. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, et oui tout à fait, je suis actuellement avec Aurore. Vous êtes donc experte en champignons. Vous étudiez quoi chez les champignons? Eh bien, Baptiste, j'étudie l'intelligence des champignons. Des champignons intelligents? Mais intelligents comme nous? Pas tout à fait, non. Voyez-vous, il y a une différence entre l'intelligence et l'adaptation en biologie. Je vous écoute. Eh bien, on peut retrouver un exemple d'adaptation chez le chat. En effet, les scientifiques ont pu constater que le chat a adopté le miaulement afin de communiquer avec les humains suite à sa domestication. Ah, mais l'intelligence du coup c'est quoi? L'intelligence peut se retrouver par exemple chez les corbeaux, qui sont capables de résoudre des problèmes complexes et de retenir des mots afin de former une phrase. D'accord, je vois mieux la nuance. Mais du coup, revenons aux champignons, elles seraient intelligents alors? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire? Ils sont capables de collaborer et de communiquer par voie chimique pour se défendre ou conquérir de nouveaux milieux, mais aussi de tisser des symbioses avec d'autres organismes comme des végétaux, des animaux, des insectes, etc. Eh ben malin ces champignons en fait. Et ce n'est pas tout. Une étude faite par des chercheurs de l'université de Tohoku et du collège de Nagaoka a montré qu'une espèce particulière portant un nom compliqué que je ne prononcerai pas était capable de prendre des décisions. Mais non. Mais si, cette espèce est caractérisée par la formation de cordons, qui est une sorte de tissu entre les individus. Dans l'expérience, des colonies ont été mises sur des petites pièces en bois dans différentes configurations. Selon l'agencement des morceaux de bois, le schéma d'expansion des organismes était différent, montrant qu'un choix était opéré par les champignons en fonction de leur environnement. Ils se suivent comme des fourmis? Un peu, oui. Ces résultats analysés chez des organismes dépourvus de cerveau nous permettent de nous interroger sur ce qu'est véritablement l'intelligence. C'est fou de me dire que sous mes pieds il y a des mini-cerveaux. Et oui. En soi, je suis pas étonné. J'ai lu dans un article qu'en Nouvelle-Zélande, un professeur d'université a fait une découverte surprenante. Une souche d'une certaine espèce d'arbre restait verte et vivante, bien qu'elle ait été coupée depuis longtemps. Bizarre. Oui, parce que normalement, sans feuilles ni branches, un tronc devrait se dessécher. Et en 2019, une étude publiée dans eScience a révélé que cette souche survivait grâce à un réseau souterrain reliant les arbres entre eux. Mais comment ça se fait ? Mais en fait, c'était par leurs racines où les champignons du sol les arbres échangent eau et nutriments et maintiennent la vie du groupe. Cette découverte change notre regard sur la forêt qui apparaît non plus comme une multitude d'individus, mais comme un immense organisme interconnecté. Ah, donc tu savais que les champignons étaient géniaux. Allez, continuons notre balade dans cette belle forêt. Merci à vous deux pour les connaissances apportées sur le fonctionnement précieux des champignons. Nous poursuivons maintenant par une courte pause. Avec Think de The Blue Brothers et Aretha Franklin. Let's go back, let's go when we're back when I didn't even know
Pour continuer sur le thème de l'intelligence, nous accueillons Juline, neuropsychologue à l'hôpital QIQI, et sa patiente Zour qui a fait les tests et qui est ici pour nous parler du quotient intellectuel. Bonsoir à vous. Merci de nous donner l'occasion de prendre la parole sur le quotient intellectuel. D'ailleurs, figurez-vous que juste avant de prendre l'antenne, je finissais mon visionnage du dernier épisode de la série HPI. Zour, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série ? Oui, je l'ai vu passer, mais je ne l'ai jamais regardé. Déjà, que veut dire HPI ? Alors, les lettres veulent dire haut potentiel et intellectuel. Cependant, on peut aussi leur attribuer d'autres noms comme génie ou surdoué. Mais eux, ils préfèrent généralement le terme de zèbre. Oula, vous nous emmenez au safari ? Les zèbres sont tous différents. Ils ont tous des rayures, certes, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elles sont différentes d'un zèbre à l'autre, un peu comme les empreintes digitales chez les humains. Et comme les HPI sont différents, eh bien, on les a nommés ainsi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Dans les faits, c'est avoir un QI supérieur à 130. En fait, les spécialistes se sont débrouillés pour établir une norme à un score de 100 points. Ainsi, la majorité des personnes se positionnent entre 90 et 110. Donc, avec un QI de 130 ou plus, vous êtes bien supérieur à la majorité des personnes. Par exemple, Einstein, qui est qualifié de nos jours de génie, avait probablement, selon certaines théories, un QI de 160. En revanche, en dessous de 80, le QI est assez bas et indiquerait qu'une personne rencontre des difficultés dans son quotidien liées à ses faibles capacités cognitives par rapport à ce qui est attendu dans notre société. Le QI ? Oui, c'est le quotient intellectuel. C'est un test très controversé et qui a une grande histoire. Oh oui, ça c'est sûr. Des scientifiques ont voulu chiffrer l'intelligence humaine. Quelle bonne idée de la part de nos scientifiques. Pas tout à fait, parce que le test était basé sur une culture purement occidentale et avait créé une espèce de discrimination raciale. Je m'explique. Lorsqu'on faisait passer ces tests à des enfants ou à des adultes issus de l'immigration ou de la colonisation, par exemple, ils étaient désavantagés. Autrement dit, les scores étaient très bas. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents, mais parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes codes culturels que ceux intégrés dans les tests. Il y avait donc un problème de l'universalité du test de QI. Alors, à bannir ce test ? Alors non, justement, car les choses ont bien évolué depuis. Expliquez-nous. Eh bien, de nos jours, ce test est pratiqué dans tous les pays et s'adapte selon la langue et la culture du pays où est fait ce test et prend en compte l'origine géographique de la personne qui effectue ce test. D'ailleurs, on ne cherche plus tant à mesurer une seule intelligence, mais à évaluer les aptitudes cognitives qui déterminent une forme d'intelligence, celle qui permet d'être bien armé pour vivre dans notre société. Alors pourquoi est-ce que nous ferions un test de QI ? Bonne question. Ce test est utile pour d'autres diagnostics. Par exemple, comprendre d'autres profils et surtout détecter les différents troubles que l'on appelle aujourd'hui les troubles neurodéveloppementaux. En effet, il y a 4 indices qui sont mesurés par des exercices divers. Ce résultat, corrélé au temps de l'exercice, donne un score qui détermine où un trouble peut handicaper. En fait, ce sont surtout ces 4 indices qui sont intéressants à analyser. Il y a l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail audito-verbal et l'indice de vitesse de traitement. Donc, il faut voir quelle est la partie de ces 4 où on est en dessous de la moyenne. Par exemple, si c'est l'indice mémoire de travail, ça révèle qu'on a des difficultés qui peuvent être liées à la concentration, qui est un signe d'un TDAH. Mais c'est à prendre avec des pincettes, car ce n'est pas toujours le cas. Grosso modo, pour poser les diagnostics, il nous faut utiliser le test de QI comme un outil parmi d'autres pour voir ce qui pose problème. À quel problème vous pensez ? Eh bien, par exemple, certaines personnes n'arrivent pas à se repérer dans l'espace. Donc, ce test aide à comprendre qu'il s'agit peut-être d'un trouble 10. Et si c'est confirmé, elles pourront bénéficier d'un accompagnement spécifique pour améliorer leur quotidien. C'est intéressant tout cela, ça donne envie de se faire tester. Ça ne se passe pas comme ça n'est pas systématique. Il faut d'abord consulter un spécialiste, soit un psychiatre, soit un psychologue, et après un suivi, il décide de prescrire le test ou non. S'il juge que c'est nécessaire, le test s'effectuera chez un neuropsychologue comme Juline. Passer le test de QI représente un vrai engagement, surtout financièrement. Eh bien, merci à vous de nous avoir éclairés sur ce sujet très intéressant. Merci à vous.
Plongeons maintenant dans un tout autre sujet, à travers les mythologies et leur perception de l'intelligence. Reportage de Nour. L'intelligence, telle qu'on la connaît, ce n'est pas qu'un mot dans un dictionnaire. Oh non. Depuis toujours, dans bien des civilisations, elle a pris la forme d'une entité supérieure. Une figure à vénérer, une présence qui inspire, qui guide. Ces incarnations de la sagesse peuplent les mythes du monde entier. Alors, prenons la route et partons pour un voyage pour comprendre comment les sociétés anciennes ont incarné l'intelligence bien avant les laboratoires. Oh, un olivier! Allongeons-nous un instant sous ses branches. Cet arbre, c'est le cadeau de la déesse Athéna. Son origine est déjà une métaphore. Elle jaillit de la tête de Zeus, tout armée, née d'une idée pure, celle de la pensée stratégique. Les Grecs avaient un mot pour ça. La métisse, l'intelligence rusée, celle qui permet de gagner par la réflexion plutôt que par la force. Son symbole, la chouette, gardienne de la nuit et du savoir. L'olivier qu'elle offre aux humains, ce n'est pas qu'un simple cadeau. Il représente la culture, la paix et la maîtrise de soi. Autrement dit, l'intelligence au service de la civilisation. Maintenant, direction l'Inde, sur les rives de la Sarasvati. D'abord rivière sacrée, elle devient le nom de la déesse de la parole et de la connaissance. Sarasvati incarne une autre facette de l'intelligence, la connaissance partagée, transmise par le langage. Elle tient dans ses mains les Védas, les textes fondateurs de la pensée indienne, et elle chevauche un cygne blanc capable, dit-on, de séparer le lait de l'eau, c'est-à-dire le vrai du faux. Ce symbole résume un autre concept de l'intelligence, savoir discerner, comprendre et critiquer. Chaque printemps, pendant le Sarasvati Puja, étudiants et poètes déposent leurs livres à ses pieds, espérant que son souffle réveille leurs idées. Quelle belle rivière! Allons maintenant rejoindre le ciel d'Égypte. Une femme semble travailler au loin, un calame à la main. Voici Séchat, celle qui écrit. Elle est coiffée d'une étoile à 7 branches et vêtue de la peau tachetée d'un léopard. C'est elle qui accompagne le pharaon lors de la construction des temples, corde à la main, pour tracer les angles parfaits alignés sur les étoiles. On dit qu'elle établit les fondations du monde. Son savoir est géométrique et mathématique. À la tombée de la nuit, grâce à la merkette, une sorte d'outil astronomique, elle aligne les temples sur les étoiles. Pour terminer notre voyage, cap sur les landes brumeuses d'Irlande. Une flamme s'élève à Kildare, c'est Brigide, la brillante. Elle est née dans le feu. Elle porte 3 visages, la poésie, la forge et la guérison. Autrement dit, l'art, la technique et la médecine. 3 domaines que nous séparons aujourd'hui, mais qui, dans l'imaginaire ancien, forment un tout. L'intelligence de Brigide, c'est ce feu intérieur qui permet à l'humain de créer, soigner et raconter. Et quand le christianisme s'impose, Brigide renaît sous un autre nom, Sainte Brigitte. Ces déesses nous rappellent que l'intelligence n'est pas un simple mot. C'est une idée que l'humanité a voulu comprendre, expliquer, puis surtout incarner. Et bien souvent, c'est dans le regard d'une femme qu'elle a choisi de le faire. Merci Nour pour ce voyage culturel enrichissant et fantastibulaire. Je ne ferai aucun commentaire sur ce dernier. Enchaînons sur notre dernier thème de l'émission spéciale. Dites-moi Alexandre, seriez-vous capable de faire atterrir un avion, vous qui n'avez jamais volé ? Moi ? Mais bien sûr. Après tout, ça doit pas être bien plus difficile que de faire un créneau avec ma Mercedes. Eh bien non, détrompez-vous. Il en faut des années d'études pour pouvoir le faire. La preuve, un homme vient de s'écraser après avoir fait le pari fou qui pouvait faire atterrir un Boeing sans jamais avoir piloté. Nous retrouvons nos 2 reporters, Antoine et Maryse, qui vont nous expliquer les mécanismes de notre cerveau qui influencent sur notre jugement. Antoine, Maryse, me recevez-vous ? Oui, tout à fait ma chère Emma, bonjour. Comme vous l'avez très bien expliqué, nous nous trouvons sur le lieu du crash à Bruges, où un homme a tenté de faire atterrir un Boeing, heureusement vide, après l'avoir volé à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il aurait voulu tenir un pari comme quoi, même sans compétence, il était capable de le faire décoller et atterrir. Antoine, la première question qui me vient en tête, c'est comment un homme sans expérience peut se croire capable d'un tel exploit ? Oui, tout à fait, mon cher Maryse. Bonjour. Eh bien, la réponse se trouve dans le fonctionnement même de nos cerveaux et tient en 2 mots, biais cognitif. Ah oui, j'en avais entendu parler, mais rafraîchissez ma mémoire. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Le terme de biais cognitif a été popularisé par Kahneman et Tversky en 1979. Il est dur à définir, mais on pourrait le résumer en 3 adjectifs, involontaire, imperceptible et inconforme. Pour faire simple, c'est une tendance de notre cerveau à simplifier des raisonnements.
Ah oui, c'est comme si notre cerveau prenait des raccourcis pour s'éviter de trop se fatiguer. Exactement. Notre cerveau doit traiter des sommes importantes d'informations dans la journée et pour éviter le burn-out, il utilise des raccourcis. Pour se simplifier la vie, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et si je ne m'abuse, il existe 4 types de biais cognitifs. Ceux qui gèrent le surplus d'informations, afin d'éviter la surcharge cognitive, le cerveau évacue une partie de ces informations. Ceux qui gèrent le manque de sens, et oui, le cerveau humain recherche l'ordre et le sens à n'importe quel prix. Ceux nous permettant d'agir rapidement, ces raccourcis cognitifs permettent une prise de décision rapide. Ceux qui gèrent les limites de la mémoire. Le cerveau ne mémorise pas la totalité des informations, il modifie et renforce certains souvenirs, écarte les spécificités et forme des généralités, il réduit l'information à des éléments clés et stocke les souvenirs différemment en fonction des expériences vécues. Ma foi, Maryse, vous m'épatez toujours. La perception de la pensée humaine a beaucoup évolué ces dernières décennies. On a d'abord cru que l'homme cherchait la cohérence, puis la vérité, qu'il choisissait la meilleure stratégie pour maximiser son efficacité. Aujourd'hui, on pense qu'il est constamment influencé par le contexte qui va influencer le traitement de l'information, des jugements et, in fine, les comportements. Sauf que parfois, ça cloche. Le cerveau a ses raisons que l'humain ne pourrait comprendre. L'existence de ces raccourcis vient contrer l'idée d'une pensée logique et rationnelle. Ceux-ci ont d'abord servi au psychologue et économiste Daniel Kahneman dans le monde de la finance pour expliquer diverses anomalies affectant les comportements économiques. Maintenant, nous savons que nous les retrouvons dans toutes les parties de notre vie. Et oui, c'est ce qui a en partie fait croire à notre homme qu'il pouvait faire atterrir cet avion. Ce biais, bien qu'il ne fasse pas consensus, a un nom, c'est l'effet Dunning-Kruger. Concrètement, il suppose que les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Et c'est ce biais qui touche tout le monde, peut être renforcé par le contexte social. Un sondage américain publié en 2023, devenu viral sur les réseaux sociaux en juin dernier, montre que presque la moitié des hommes interrogés sont confiants en leur capacité à faire atterrir un avion de ligne en cas d'urgence, sans avoir aucune compétence dans le domaine. Ici, l'effet Dunning-Kruger est renforcé par les stéréotypes de genre, attribuant aux hommes une maîtrise dans les domaines techniques, comme le pilotage. Malgré tout, ils nous sont bien utiles ces raccourcis. Sans eux, notre cerveau ne pourrait pas traiter les quantités massives d'informations qui lui arrivent chaque seconde. Ce sont ces raccourcis mentaux qui nous permettent de réagir rapidement et automatiquement, une sorte d'intuition en somme. Dans la grande majorité des cas, ils nous mènent à la bonne décision, mais ce n'est pas garanti. Ces raccourcis permettent par exemple de distinguer rapidement un journaliste professionnel d'un pilote de ligne. Surtout, ils nous permettent d'évaluer rapidement la probabilité qu'un événement arrive. Des estimations approximatives, on en fait des milliers au quotidien. Ces biais cognitifs, les psychologues cités juste avant ont tenté de les expliquer par une métaphore simple, à savoir les systèmes de pensée 1 et 2. Les deux chercheurs ont démontré que notre cerveau fonctionnait en 2 niveaux de pensée. Le système 1, qui est rapide, sans effort, mais peu précis et incontrôlé, on s'en sert pour résoudre les calculs comme 2 plus 2. C'est lui qui serait à l'origine des biais cognitifs. Le second est plus lent, plus précis et contrôlé, mais nécessite beaucoup d'énergie. Il prend le relais quand le système 1 est en échec, comme pour calculer 22 x 48. Pour Daniel Kahneman, ce système 1 est le véritable héros qui détermine nos vies. Eh bien moi, c'est toi Antoine, le héros qui détermine ma vie. Merci Maryse, vous étiez superbe. C'était Antoine et Maryse sur le lieu du crash à Bruges. À vous les studios. Merci à vous deux pour ce magnifique reportage. Notre émission touche bientôt à sa fin. Avant de conclure, nous retrouvons Chloé pour la page agenda. Oui, Chloé, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa ces prochains jours ? Le mois d'octobre vient tout juste de commencer et à l'université Bordeaux-Montaigne, plusieurs ateliers sont proposés pour sensibiliser au cancer du sein. Par exemple, le jeudi 9 octobre, dans le hall du bâtiment administration, vous pouvez participer à un atelier de décoration de cupcakes, mais aussi découvrir le pouring rose. Le pouring rose ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une technique de peinture qui consiste à verser de la peinture de façon aléatoire sur une toile pour créer des effets visuels très esthétiques. Le tout sans pinceau. Sans pinceau ? Génial, je m'inscris tout de suite. Attends un peu, il y a peut-être d'autres ateliers intéressants à venir. En effet, pour les plus sportifs, une course solidaire est organisée le jeudi 16 octobre à 17h. Les inscriptions se font en ligne ou alors quelques jours avant la course à la faculté. Chaque tour effectué permettra de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Et si vous êtes plutôt du genre créatif, rendez-vous le mardi 14 octobre pour participer à la réalisation d'une fraise collaborative. Et ce week-end, la science est aussi à l'honneur, non ? Oui, exactement. Retrouvez les dealers de science à Cap Science pour la fête de la science. Ça fait beaucoup de science tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera l'occasion de déambuler parmi les stands et de participer à des ateliers autour du thème de cette année,
intelligence avec un S entre parenthèses. C'est une semaine bien chargée qui nous attend. Merci Chloé pour nous avoir donné ces prochaines dates. Dans quelques instants, ce sera la fin de cette émission. Comment vous vous sentez après cette première, Alexandre ? Super, je vous remercie. Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises premières émissions. Moi, si je devais résumer l'émission avec vous, je dirais que c'est avant tout du partage. Alexandre ? Des gens qui m'ont tendu la main, mais peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où je n'étais pas sûr de moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alexandre ? Alors, ça n'est pas mon cas. Comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Merci Alexandre de cette réponse courte et concise. Alors maintenant, en un seul mot et unique mot, quelle sera la thématique de la prochaine émission ? Jeux vidéo. Vous pouvez tout de même faire une phrase. Le super thème de la prochaine émission sera les jeux vidéo. Merci Alexandre, nous vous souhaitons une agréable soirée et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une autre émission spéciale. C'était Alexandre et Emma, des Dealers de Sciences. Ah ouais? Oui, il y a la musique. Ils sont très contents ces petites chaises en plus. Heureusement. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus le trépied. Ok, pour que ce soit plus stable. Ouais.